Bien, bonjour, nous sommes à Point Next Paris, donc c'est la 3e édition qui se tient à la porte de Versailles et nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Sillou qui est directeur technique IMIA, donc IMIA pour Europe, Moyen-Orient et Afrique. Sylvain Sillou, bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous demander de présenter Nutanix parce que tout le monde connaît, mais il se trouve que donc, Point Next Paris arrive quelques semaines, parce que c'était à peu près un mois avant l'événement Point Next à la Nouvelle-Orléans, qui était la grande messe au niveau mondial. Et il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites à cette occasion, que vous allez sans doute décliner ici aujourd'hui. Donc, Flow, BIM, ERA, donc des noms très jolis, mais qui cachent des technologies, je suppose, bien spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en donner un rapide aperçu? Tout à fait. Donc, on va commencer par Flow. La majorité des clients qui déploient des applications ont une problématique autour de la sécurité et de la communication entre les composants de cette application. Donc Flow va permettre ce qu'on appelle de la micro-segmentation, c'est-à-dire d'identifier d'abord les flux de communication entre les composants et ensuite de pouvoir fixer des règles de sécurité pour qu'uniquement ces flux de communication soient possibles et qu'aucun autre flux parasite puisse intervenir sur un des composants. Donc les machines vont garder par exemple leur même adresse IP sur le même sous-réseau alors qu'elles ne pourront pas communiquer entre elles. Ce qui permet d'éviter de créer des VPN, etc., qu'on a connus dans le monde physique, et ce qui simplifie largement la sécurisation des applications. Donc ça, c'est un développement interne? Bien sûr, c'est un développement interne qui est intégré avec notre hyperviseur AHV. D'accord. Donc ça veut dire que vos nouvelles solutions vont intégrer cette fonctionnalité. Donc Flow, première étape, c'est cette micro-segmentation. Et la deuxième étape qu'on a montrée, c'est la capacité de faire du service chaining, c'est-à-dire de chaîner des composants externes de sécurité, comme des firewalls, IPS, IDS, etc., à travers les flux dans l'application. Donc ça, c'est ce qu'on a montré et qui sortira dans les prochaines versions. Très bien, donc ça c'est pour Flow. Alors après, il y a eu BIM. Alors BIM, l'outil BIM est un outil de gouvernance autour du cloud qui permet de voir la consommation des différents services qu'on peut avoir sur Amazon, Google, etc., Azure. Et l'intérêt de la plateforme, c'est pour chacun des services de voir là où on peut faire du gaspillage. Disons. Enfin, des économies plutôt, non? Oui, là où on peut faire des économies, oui, là où il y a du gaspillage et où on peut faire des économies. Par exemple, si on a créé des instances sur Amazon et qu'on a créé des disques virtuels, il se peut très bien qu'on ait supprimé les instances, mais que les disques virtuels restent orphelins et qu'on oublie en fait de les supprimer. Donc ils consomment du stockage, ils sont facturés tous les mois alors qu'ils ne sont plus utilisés. Vous savez, dans les data centers, on parlait des serveurs comateux. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'équivalent de ça. Là, on a vraiment des ressources qui sont orphelines, qui ne sont plus utilisées. Et donc, l'outil va les détecter, va les proposer en disant attention, voilà ce qui n'est pas utilisé, voilà en gros ce que ça vous coûte. Parce qu'en fait, on est connecté directement au système de facturation, par exemple d'Amazon. Et depuis l'outil, le gros intérêt, c'est que depuis l'outil, on va pouvoir supprimer ces ressources orphelines sans aller dans l'interface de l'outil du fournisseur de cloud. Donc en fait, on a un outil qui est un peu le front office de toutes ces composantes qui sont derrière. Exactement. Et pour chacun des services, il y a vraiment toutes les règles de bonne pratique pour optimiser l'usage qui sont mises en œuvre avec des recommandations. Est-ce que ça se fait de manière manuelle ou est-ce que c'est un peu automatisé? Ou est-ce qu'on va aller vers l'automatisation? Alors, ce qui est automatisé, c'est le fait de présenter les ressources orphelines, etc. Mais à la fin, c'est toujours une décision humaine de supprimer des données. Parce qu'en fait, il peut y avoir une bonne raison de vouloir garder certaines données. Et d'ailleurs, dans l'outil, on peut très bien marquer une donnée comme qu'elle est orpheline, mais qu'on veut absolument la conserver pour éviter qu'elle revienne comme une alerte pour la prochaine fois. On a par exemple aussi des choses qui sont très liées au modèle économique, par exemple, d'Amazon. On peut avoir sur Amazon, par exemple, on utilise des machines virtuelles de type moyenne. Et puis, au bout d'un certain temps, l'outil va dire « mais ça fait tellement de temps que vous l'utilisez, pourquoi vous n'avez pas réservé une instance pour avoir un prix à la facturation qui soit moins cher que quand vous achetez de la ressource ponctuelle ?» Et inversement, si on a acheté des ressources réservées,
et qu'on ne les utilise pas, l'outil va dire mais attendez, il faut baisser votre niveau de réservation parce qu'en fait, vous ne vous servez pas des données. Donc c'est vraiment très lié au modèle de facturation des différents acteurs du cloud. Il y a aussi des recommandations qui vont arriver pour dire ah, regardez cette application, peut-être qu'elle serait mieux sur un autre cloud où la facturation est par exemple moins chère sur le réseau alors que votre application est très intensive sur le réseau. Alors que à l'endroit où elle est pour l'instant, le prix au niveau réseau est plus élevé. D'accord, très bien. Donc ça, c'était la deuxième annonce. Et le troisième, donc alors, le troisième, c'est ERA. Donc ERA est venu de l'idée que depuis l'espace de stockage Nutanix, on est capable de faire des snapshots, des photos de la base de données. On a la compréhension de la structure de ces données, etc., autour des bases de données. Et donc, c'est la capacité à réinjecter ces données dans un autre moteur. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une instance en production et sans aucun ralentissement sur cette base de données, être capable de prendre une photo de ces données et les présenter pour de la business intelligence, pour du développement, des tests de QA, etc., à d'autres moteurs. Et on est même capable de prendre, je dirais, des informations d'une base de données existante qui n'est pas sur Nutanix, avec une fréquence qui va être moindre, forcément. Mais on va être capable d'injecter en fait, ces informations dans la partie Nutanix pour créer en fait, derrière des clones de ce moteur de base de données. La deuxième étape qu'on envisage, c'est la conversion de données, de telle manière à ce qu'on puisse emmener de l'Oracle vers Postgres et inversement. Et donc aider les clients dans leur migration sur les moteurs de base de données. Alors, on voit bien dans votre évolution, au départ, vous étiez le maître mot, c'était hyperconvergence. Vous étiez le champion et le pionnier de l'hyperconvergence. Et puis, clairement, là, ces derniers temps, il y a une évolution d'un côté donc vers les applicatifs, toutes les bases de données que vous venez de décrire et tout, et puis vers le multi-cloud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie pour les clients? Et en gros, l'idée qu'on a, c'est qu'au départ, seuls les grands fournisseurs pouvaient développer des solutions de cloud, donc d'où le cloud privé, d'où le cloud public, mais le cloud privé restait un petit peu compliqué. Et finalement, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, bah non, on a tous les outils qu'il faut pour faire le cloud à la maison, donc ça, c'est le cloud privé. Est-ce que c'est un peu ça l'idée qui... Oui, alors... Exactement. L'idée, c'est que la plateforme, donc derrière ce mot hyperconvergence, on en avait déjà parlé, c'est surtout d'avoir une plateforme simplifiée qui se met à la dimension du besoin très facilement sans revoir l'architecture, et au-dessus d'ajouter les services comme le stockage en mode objet, la possibilité de faire tourner des containers avec un service qui est déjà pré-déployé, etc. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire pour le on-premise, chez soi. Et après ça, il y a deux aspects sur le multi-cloud qui sont le déploiement d'applications avec Calm. Donc ça, on en avait parlé aussi, qui va permettre de définir une architecture applicative, quelle que soit la destination, qu'elle soit locale ou sur le cloud public, et que ce soit dans des containers ou des machines virtuelles, et quel que soit l'hyperviseur. Et puis au-dessus de ça, il y a la gouvernance avec BIM. Donc BIM, on l'a vu, gère tout ce qui est consommation sur le cloud, mais ce qu'on est en train d'intégrer, c'est d'avoir la vue aussi sur la consommation on-premise, et d'avoir comme ça une gouvernance globale sur tout ce qui est chargeback, etc., refacturation, pour avoir une analyse des coûts qui soit complètement transverse, quelle que soit la plateforme d'exécution. Alors dans tout ça, il y a une solution qui est en train d'arriver, si je ne me trompe, c'est Xi ou Xi, je ne sais pas comment vous le prononcez. Est-ce qu'il s'inscrit justement dans cette évolution vers le cloud et le multi-cloud ? Oui, ce qu'on voit dans le cloud, c'est que si les applications ont été conçues pour tourner dans le cloud, elles sont déjà distribuées et sont résilientes par elles-mêmes d'un point de vue applicatif. Mais si on prend les applications classiques, elles ont besoin d'une résilience par l'infrastructure. Et cela existe en interne, mais jamais sur les plateformes comme Amazon, Google, etc. Donc Xi va permettre d'utiliser une plateforme de cloud qui amène de la résilience, parce que Nutanix a réutilisé sa couche logicielle sur des plateformes qui sont totalement non résilientes, on va dire, et amène une résilience logicielle pour que les applications classiques puissent fonctionner sans aucune modification dans le cloud. Et la première application qu'on voit, c'est la capacité de faire du plan de reprise d'activité
de quelque chose qu'on a on-premise vers Xi, sans aucune modification. Il y a eu des accords qui ont été signés récemment, l'un avec IBM pour faire une solution d'hyperconvergence et Power 9, et puis SAP HANA, donc la possibilité de faire tourner HANA, donc la base de données de SAP sur vos solutions. Est-ce que vous pouvez les commenter un petit peu? Donc la plateforme Power d'IBM, c'était une demande de nos clients et IBM a entendu le même message de la part de leurs clients, d'avoir quelque chose de simplifié pour pouvoir scaler. C'est vrai que sur le terrain, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait imaginé tout de suite. Et en fait, l'intégration a été très simple parce qu'en fait, notre solution logicielle est tellement indépendante du hardware qu'il a fallu juste recompiler, vérifier les intégrations parce qu'on a tout ce one-click upgrade pour upgrader les BIOS, etc. Donc, il a fallu faire l'intégration avec IBM. Mais ça a été assez rapide. Je pense qu'on a mis à peine 4 mois entre la fin de la recompilation et l'intégration avec IBM, le support, etc. Donc, c'est une offre portée par IBM et vendue par IBM, supportée par IBM totalement. Et de l'autre... donc SAP HANA. SAP HANA, il n'y a pas de doute sur son fonctionnement. Donc on avait déjà la certification NetWeaver, qui est la version précédente. Et la partie base de données, HANA, qui est vraiment totalement en mémoire, il fallait qu'on travaille un petit peu la partie certification. Donc on a une équipe qui est basée à Walldorf, qui... le siège de SAP en Allemagne. Et donc, il travaille à la certification. On a fait déjà des grands pas, donc c'est pour ça qu'on a commencé à en parler. Et d'ici cet été, je pense qu'on aura la certification en production des bases de données HANA, tout en étant, je dirais, humble, c'est-à-dire qu'il faut que la base de données tienne dans la mémoire du serveur qui se trouve en dessous, et que les bases de données monstrueuses nécessiteront toujours des machines dédiées juste pour la base de données, sachant que la base de données n'est qu'un des composants, HANA, mais que tous les autres composants fonctionnent déjà sur Nutanix et sont certifiés sur Nutanix. Très bien. Alors on voit bien, on a vu l'évolution, on a dit précédemment, de l'hyperconvergence vers le cloud et le multi-cloud. Au départ, vous étiez perçu comme une société de hardware, finalement, c'était vraiment le matériel qui était présent dans l'idée que se faisaient les gens de Nutanix, et de proche en proche, aujourd'hui, vous êtes vraiment une société de logiciels, finalement, quasiment un éditeur. Est-ce que vous diriez que dans cette évolution, qui est un chemin, c'est pas une destination, est-ce que vous diriez que vous avez maintenant quasiment toutes les composantes pour qu'un client puisse constituer facilement un cloud chez lui, ou est-ce qu'il y a encore des éléments qui manqueraient et que vous êtes en train peut-être de développer dans vos laboratoires? Alors, je pense qu'on a tous les composants qui sont en train d'être construits. Je vois le stockage objet, il va sortir bientôt. Donc, c'est la première version. Le cloud évolue aussi. Et il y a d'autres services comme base de données as a service, des choses comme ça, où pour l'instant on regarde et on va définir en fonction des véritables besoins et les usages de nos clients, quelles sont les priorités sur les différents services à mettre en place sur la plateforme. Pour ce qui est d'être une société logicielle, depuis le premier jour, on a toujours considéré qu'on était une boîte de soft, mais qu'on packageait la solution dans des machines physiques pour simplifier le support et le modèle de déploiement pour nos clients. Maintenant, c'est vrai que la perception du marché, c'est qu'on vendait des boîtes. Maintenant, on a toujours été une société logicielle. Notre ADN, c'est des gens qui venaient de chez Google, Facebook, Twitter, etc. Et maintenant, on en voit vraiment la réalité, puisqu'en fait, on arrive à se rendre de plus en plus indépendant de la plateforme physique, sachant qu'on a Dell, Lenovo, Fujitsu, IBM, on est capable de supporter aussi les plateformes Cisco, HP, donc on s'ouvre à toutes les plateformes physiques, soit en partenariat, soit en définissant une matrice de compatibilité avec des serveurs HP et Cisco par exemple. Donc on est vraiment maintenant totalement indépendant de la partie matérielle, même sur notre mode de commercialisation. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, mais on le voit bien, les choses évoluent très vite, donc on aura sans doute l'occasion de se revoir très prochainement. Avec plaisir. Sylvain Sillot, merci beaucoup. Merci.